Bonjour à tous. Bienvenue donc à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette conférence digitale de l'entreprise des possibles. Alors, je me présente, je suis Anne de Chiffreville à l'Institut Mérieux et nous vous parlons en direct de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accueille une fois encore et nous les remercions chaleureusement de nous accueillir. Alors, nous sommes donc en direct. Nous avons autour de la table Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, Alain Mérieux, président de l'entreprise des possibles, Patrick Lepagnol, délégué général de l'entreprise des possibles. Alors, la conférence de presse va se présenter de la manière suivante. Nous allons avoir, après l'introduction de Philippe Valentin, des présentations par Alain Mérieux et Patrick Lepagnol du bilan de l'entreprise des possibles et également de ses perspectives et objectifs pour 2021. Et ensuite, nous aurons des questions-réponses. Avant ces questions-réponses, nous aurons également des interventions de 4 responsables d'associations qui, à distance, présenteront des projets qui sont emblématiques de notre action et qu'ils présenteront donc après la présentation de Patrick Lepagnol. Et ensuite, nous aurons du temps pour répondre à vos questions. Donc, merci de ne pas poser vos questions pendant la présentation. Par contre, vous êtes invités, si vous le souhaitez, à envoyer vos questions dès le début par écrit sur l'espace chat du WebEx. Et merci de préciser votre nom et le journal ou l'organisation à laquelle vous appartenez dans votre question. Il vous sera également possible, pendant les questions-réponses, de les poser oralement. Là également, il faudra que vous l'indiquiez. Autre chose, donc si vous souhaitez tweeter, le hashtag entreprise des possibles est prête à être utilisé. Et enfin, petit détail également pratique, la conférence de presse est enregistrée, elle sera disponible en replay en début d'après-midi et ainsi que tout le dossier de presse, aussi bien le communiqué que les différentes fiches présentant les projets, les films que vous aurez l'occasion de voir, tout sera disponible sur le site de l'entreprise des possibles. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonjour, je suis très fier et très honoré de pouvoir introniser cette conférence de presse, en plus sur un projet qui est magnifique. Je voulais juste vous dire que tout le monde économique, la CCI, puis les organisations professionnelles sont là depuis le départ et surtout en ce moment sur cette période très complexe où les personnes sont fragiles, sont encore plus fragilisées. Voilà, donc c'est avec beaucoup de détermination et puis de fierté qu'on est associé à ce projet-là. Voilà, merci. Merci Philippe. Je passe la parole maintenant à Alain Mérieux, président de l'entreprise des possibles. Bien, merci d'abord, Valentin, Monsieur le Président, de nous accueillir comme vous l'avez fait depuis le premier jour. C'est-à-dire que lorsque nous avons eu l'idée cette idée de se tourner vers les gens qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les gens qui sont sans abri, et nous avons tout de suite eu des contacts très positifs avec le patronat, les MEDEF, la PME, la CGPME, avec les chambres de commerce, qui tout de suite sont venus à nos côtés pour essayer de voir comment le monde de l'entreprise pouvait se mobiliser sur un problème sociétal important, celui des gens laissés pour compte, abandonnés à la rue, qu'on appelle trop souvent les invisibles parce qu'on ne les voit plus. Donc notre travail a été commun, d'abord avec ce monde de l'entreprise et puis le monde de l'association, des associations qui sont remarquables à Lyon sur le terrain et à lesquelles j'ai eu la chance de travailler déjà depuis quelques années. Donc alors, on a eu un travail donc d'abord de sensibilisation, de motivation et puis ensuite un nécessaire décloisonnement des structures et puis de l'innovation, car nous en avons besoin, tout cela dans l'action. L'idée, c'est de mobiliser le monde de l'entreprise, les collaborateurs de nos entreprises, pour faire face à ce défi sociétal dans la ville de Lyon et dans l'agglomération de Lyon. Et nous l'avons fait en parfaite, encore une fois,
harmonie avec les associations de terrain qui sont en tout point remarquables, avec également les services concernés des collectivités et de l'État avec lesquels nous travaillons véritablement main dans la main. Aujourd'hui, après bientôt un peu plus de 18 mois d'activité, il est bon de faire le point sur ce qui a été réalisé, sur ce qui reste à faire, qui est important. Nous avons aujourd'hui à peu près mobilisé 55 entreprises et à peu près 32 000 collaborateurs, ce qui ne représente en termes de part de marché, comme on dit, que 5% du potentiel encore de l'agglomération lyonnaise, sachant qu'il y a à peu près 600 000 collaborateurs actifs dans le secteur privé dans notre agglomération. Donc il y a encore beaucoup, j'allais dire, de parts de marché à prendre et encore beaucoup de travail à réaliser. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir étoffé de la petite équipe d'entreprise des possibles. Après Isabelle, ça a été Patrick Le Pagnol. À eux deux, ils forment un binôme actif pour développer nos activités. Et c'est Patrick qui va nous présenter un petit peu les réalisations qui ont été faites et surtout les objectifs, l'ordre de marche que nous avons pour les mois qui viennent. En tous les cas, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés, ceux qui vont continuer à se mobiliser. Nous ne sommes qu'au début des opérations. Nous avons de grandes ambitions pour l'entreprise des possibles. Nous voulons aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et amplifier nos efforts. Donc c'est le travail qui va être réalisé dans les mois qui viennent. Et je laisse la parole, après moi, à Patrick. Merci. En fait, on va vous présenter d'abord un petit film qui fait le bilan de nos actions passées avant de passer la parole à Patrick. Bien. Avant de passer la parole à Patrick Le Pagnol, qui est donc délégué général de l'entreprise des possibles, je vais vous demander à tous ceux qui sont connectés de couper vos vidéos pour faciliter la bande passant, parce que nous sommes nombreux, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ça facilitera la qualité de l'émission. Voilà, merci beaucoup et je passe la parole à Patrick. Monsieur Mérieux vient de le souligner, donc l'entreprise des possibles a su devenir un acteur porteur de l'intérêt général. Donc au bout de 18 mois, 1550 personnes aidées, 550 personnes mises à l'abri. Je crois que nous pouvons tous être fiers collectivement de ce bilan qui a été rendu possible grâce au formidable travail et l'engagement de nos associations partenaires qui sont en première ligne sur le terrain. Grâce aux désormais 55 entreprises adhérentes et à leur formidable élan de générosité, et grâce au travail de coordination qui a été mis en œuvre par l'entreprise des possibles. Alors ce bilan nous oblige, et compte tenu de l'augmentation des besoins, nous souhaitons, je dirais, amplifier notre action pour être en mesure, en capacité de mener des projets de plus grande ampleur. Donc se pose la question du comment nous allons y parvenir. Donc pour 2021, je vois clairement 4 grands axes de développement pour l'entreprise des possibles. Le premier axe de développement, c'est accéder à de nouvelles ressources. En effet, la perspective de recruter de nouvelles entreprises adhérentes nous permettra d'augmenter les collectes de dons de jours de congés payés et l'abondement correspondant de façon à avoir un effet de levier supplémentaire. Le deuxième objectif sera de fournir à nos associations partenaires de nouvelles compétences. 2020 a été le temps du décollage des projets. 2021 sera clairement le temps du décollage des missions de bénévolat et du mécénat de compétences. Nous venons de mettre en œuvre, de déployer donc une nouvelle plateforme informatique permettant de faciliter l'accès au bénévolat auprès des salariés de nos entreprises adhérentes. La crise, et on le voit clairement sur le terrain, a exacerbé le besoin de sens et l'entreprise des possibles permet d'y répondre d'une façon coparticipative, concrète, visible, avec un fort ancrage territorial. Le troisième objectif est que nous devons absolument être un moteur d'innovation sociale. Le premier moteur, la première source de déperdition est le manque de coordination. Donc nous souhaitons clairement faire alliance au niveau du territoire, donc être un créateur de synergie et permettre, je dirais, à des mondes qui n'ont pas l'habitude de dialoguer ensemble, de pouvoir se rencontrer.
nous souhaitons également être innovants, c'est également réfléchir à une nouvelle flexibilité dans les structures d'accueil et d'hébergement au bénéfice des sans-abri et promouvoir une approche multidisciplinaire et globale au bénéfice des sans-abri, donc nous allons y revenir. Être innovant, c'est également aider nos entreprises adhérentes à inventer le travail de demain. En effet, en tant qu'ancien DRH, je suis absolument persuadé que ce qui fera la performance des entreprises de demain, c'est leur capacité à organiser la pluralité des temps entre temps personnel, temps professionnel et engagement sociétal. À ce titre, permettre à des salariés, à l'occasion du travail, de s'engager dans des missions d'intérêt général est extrêmement innovant et c'est également un puissant levier de développement des compétences, un puissant levier d'engagement et au final, plus de performance au service de nos entreprises. Être innovant, enfin, c'est agir sur les besoins non couverts au niveau du territoire. À ce titre, nous avons fait un travail d'identification de ces besoins non couverts et ce qui fait, je dirais, la transition avec mon 4e point. Comme dans une entreprise, pour être impactant, nous devons absolument faire des choix, car nous n'avons pas encore des ressources illimitées. Et nous devons et nous voulons creuser un sillon pour être, je dirais, plus efficace et plus impactant. À ce titre, nous avons choisi de nous focaliser en 2021 sur un public cible. Ce public cible, ça sera les femmes et les enfants à la rue et les jeunes en grande difficulté. Je vous propose maintenant de découvrir les raisons de ce choix en images. En 2020, donc l'entreprise des possibles a continué d'avancer et de progresser. Donc nous avons collecté 3 fois plus de fonds en 2020 qu'en 2019. Nous avons également, grâce à la générosité de nos entreprises adhérentes et à leurs salariés, pu collecter 630 000 € de dons de congés payés abondés qui vont permettre de financer un certain nombre de projets. Donc des projets, donc là aussi nous avons dû faire des choix, donc 40 projets nous ont été soumis. Nous avons décidé d'en retenir 11 dans une logique d'impact et d'efficacité. Nous avons décidé donc d'allouer 2 tiers de cette collecte de dons de congés payés sur des projets structurants et 1 tiers de la collecte sur des projets avec un impact court terme. Nous allons donc dans quelques instants rentrer dans le détail d'un certain nombre de projets. Donc il y a 6 projets court terme, dont des projets extrêmement intéressants, donc notamment un projet d'achat d'une maison avec Habitat Humanisme à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Donc Habitat Humanisme qui est un partenaire également très efficace pour lutter contre le mal logement. Et nous avons donc travaillé, donc vous verrez donc dans le dossier de presse, vous allez pouvoir retrouver donc le détail de ces différents projets. Un projet également extrêmement intéressant, donc avec les apprentis d'Auteuil pour aider une quarantaine de jeunes en sortie de protection sociale à l'enfance. Nous avons également donc choisi 5 grands projets structurants. Donc nous les avons choisis pour les critères suivants. Premier critère, c'est une synergie entre les dons financiers et les missions de bénévolat. Le deuxième critère, et nous venons de le voir, donc c'est de privilégier donc notre public cible, qui sont les femmes et les enfants à la rue. Donc c'est le sens des 2 projets, donc de la halte des femmes et de Inkerman, qui vous seront, je dirais, détaillés dans quelques instants. Et donc nous souhaitons effectivement, au niveau de l'entreprise des possibles, pouvoir, je dirais, avoir de l'impact et un résultat tangible à cet effet. Je dirais, on souhaite pouvoir dire, grâce à l'entreprise des possibles, par exemple, d'ici 1 an ou 2 ans maximum, il n'y a plus aucune femme sur Lyon qui sort de maternité sans solution de logement. Donc ça serait, je dirais, une énorme fierté au niveau de notre collectif de pouvoir atteindre ce résultat. L'autre également critère de choix pour ces grands projets structurants, c'est de mettre, je dirais, le paquet sur l'accompagnement. Il y a un certain nombre de centres d'accueil de jour sur Lyon, mais ces centres d'accueil de jour sont sous-financés et manquent de moyens. Donc, et on souhaite effectivement, donc on voit qu'il y a des besoins qui sont très importants, notamment dans le domaine, je dirais, de la santé.
être en bonne santé, c'est pas uniquement, je dirais, ne pas avoir le Covid. On souhaite promouvoir une approche globale de la santé auprès des sans-abri, c'est-à-dire qu'on puisse prendre en compte la dimension physique, mais également la dimension sociale et la dimension morale. En effet, ce qui, je dirais, flingue un peu les sans-abri aujourd'hui, c'est l'absence de but et, je dirais, le sentiment qu'ils peuvent avoir d'être inutiles à la société. Donc, en ce sens, donc, nous avons choisi un certain nombre de projets très intéressants, comme le projet des Grandes Voisines. Donc, c'est la réhabilitation de l'ex-hôpital Charial qui a été mise à disposition par le biais d'une convention entre les HCL et l'État, donc pour une période minimum de 3 ans. Et sur ce site, donc, qui sera co-géré par l'Armée du Salut et le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, il y aura des activités d'insertion prévues et des activités alternatives ouvertes sur Francheville et Craponne. Donc, c'est un projet extrêmement intéressant. Je pense également donc au tiers-lieu, donc par l'intermédiaire de notre partenaire DCB, qui nous met à disposition donc un site très intéressant à Villeurbanne, là aussi pour pouvoir créer un accueil de jour et pour pouvoir créer des activités d'insertion pour les sans-abri. Je n'oublie pas pour autant un projet extrêmement intéressant qui est le projet Grande Marginalité en lien avec Alinéa. Donc ce projet, en fait, on s'aperçoit, et on l'a vu à travers le premier confinement, que les grands marginaux donc, avaient quelque part le sentiment que les structures d'hébergement classiques étaient des lieux de privation de liberté et qu'on ne pouvait pas raisonner en leur mettant, je dirais, sur la tête un toit conventionnel. Donc c'est un projet extrêmement innovant que l'on va pouvoir mener avec le soutien du Crédit Agricole. 2 de ces projets, donc Grande Marginalité et les 2 derniers projets, donc avec notre partenaire DCB, donc sont des projets qui sont sur le territoire de Villeurbanne, ce qui me fait dire que, bien entendu, ces projets devront être menés en parfaite coopération avec les élus locaux parce qu'ils impactent, je dirais, de façon extrêmement positive le territoire et les politiques de la ville. En ce sens, je dirais, les premiers contacts que l'on a pu avoir avec la mairie de Villeurbanne, la mairie de Lyon ou la métropole sont extrêmement prometteurs et devraient contribuer à, je dirais, notre ambition, entreprise des possibles, de faire de Lyon une véritable terre solidaire pour être, si je puis dire, raccord avec les valeurs humanistes de notre magnifique cité. Tous ces nouveaux projets, donc, c'est plus de 1000 personnes supplémentaires aidées. Donc, par rapport, je dirais, à notre bilan vu dans le film. Et là également, donc, il faudra maintenant être bon en gestion de projet, de façon à respecter, je dirais, la qualité de l'exécution, donc ce qui est qualité, coût, délai au niveau des projets. Et dans ce domaine-là également, nous pouvons, entreprise des possibles, amener l'efficacité de l'entreprise au service des sans-abri. Et je tiens ici à souligner du Club de l'Ours, qui nous apporte des compétences en mécénat de compétences extrêmement précieuses dans la conduite de travaux et le suivi des chantiers pour garantir une parfaite exécution. Donc, vous l'aurez compris, donc notre objectif, c'est de pouvoir améliorer durablement la condition de vie des sans-abri. Vivre à la rue, c'est extrêmement difficile. Donc, l'espérance de vie des sans-abri à la rue, c'est 49 ans. Donc, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Et donc, notre objectif, entreprise des possibles, avec nos associations partenaires, c'est véritablement de pouvoir améliorer leurs conditions de vie d'une façon durable, de pouvoir les aider à rebondir et au final à retrouver leur dignité. Donc, ce que je vous propose désormais, c'est de pouvoir écouter, je dirais, la description de 4 projets emblématiques de notre nouvelle façon d'opérer en 2021. Merci Patrick. Marion, il faudrait mettre votre caméra. Donc Marion Vézian-Roland, donc qui est directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abri,
va vous présenter plus en détail le projet Inkerman, présenté rapidement tout à l'heure par Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on vous entend. Est-ce qu'on peut la voir? Allez, j'ai mis ma caméra, voilà. Non, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur le projet Inkerman, peut-être en commençant par rappeler que au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, nous avons deux convictions. La première, c'est que chacun est utile, chacun a sa place. Il n'y a personne qui est inutile. Et surtout, la deuxième conviction, c'est que rien n'est jamais perdu. Voilà. Et donc, à partir de ces deux convictions-là, on agit au quotidien, on accueille, on accompagne chaque année sur le plan de l'accompagnement social, de l'accompagnement à l'emploi, sur le plan de l'hébergement, plus de 6000 personnes différentes. Et dans ces 6000 personnes différentes, on croise évidemment beaucoup de femmes, des femmes seules, des femmes avec leurs enfants, des femmes qui sortent de maternité, des femmes qui, ont des adolescents, voilà, toutes sortes de femmes. Et elles ont évidemment en commun, outre le fait qu'elles sont des femmes, d'être, ça a été dit dans une des vidéos précédentes, en grande précarité, en grande vulnérabilité. On est encore plus vulnérable quand on est une femme à la rue et avec des enfants en plus. Pour s'en sortir, ces femmes, elles ont quelques besoins et c'est ce qu'on se propose c'est ce à quoi on se propose de travailler avec le projet Inkerman. Le besoin évidemment d'avoir un toit sur la tête et un toit en tout cas d'avoir une certitude que ce toit ne va pas s'effondrer bientôt, qu'il ne faudra pas partir rapidement, donc un endroit où on peut se poser, où on peut se reposer, un endroit où on est en sécurité bien sûr, un endroit où aussi on peut poser ses enfants, où on peut souffler. Tous les parents qui sont là comprendront à quel point c'est parfois nécessaire de pouvoir souffler un peu sans ses enfants à certains moments. Et donc le projet, il va permettre d'une part de loger, d'héberger ces femmes dans des logements qui ressemblent, voilà, qui sont entièrement autonomes, hein, qui sont entièrement équipés. Il y aura également des espaces collectifs et peut-être la particularité de cet endroit, c'est de mettre à disposition un espace qui permettra d'accueillir les enfants dans un lieu d'accueil de la petite enfance et un lieu dans lequel on pourra aussi travailler les questions de parentalité. Ça a été dit, beaucoup de ces femmes qui sortent de maternité, par exemple, avec des très jeunes enfants ou qui, avec leur nourrisson en l'occurrence, ou voilà, qui ont des parcours d'errance et de rupture, ont des difficultés aussi à trouver la bonne distance, à pouvoir se séparer de leurs enfants à certains moments, etc. Et tout ça, on sait que c'est indispensable pour pouvoir engager des démarches, qu'il s'agisse de recherche d'emploi, d'accès aux droits, etc. Donc l'intérêt de cette résidence qu'on se propose de bâtir en 2021, c'est de permettre l'accueil, l'hébergement, mais de permettre aussi de travailler sur cette question de parentalité qui permettront aux femmes d'aller plus sereinement vers l'accès à l'emploi. Voilà. Et là-dessus, dans ce projet, le soutien de l'entreprise des possibles est indispensable. Il va nous permettre de travailler en particulier sur le lieu parentalité petite enfance et d'accompagner ces femmes vers une indépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit de travail, etc., qui leur permettra aussi d'élever leurs enfants dans des conditions correctes. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ce projet. Merci beaucoup, Marion. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser des questions à Marion, à Pascal, Marc et Pierre qui parleront ensuite. Donc maintenant, je vais passer la parole à Pascal Izoard-Thomas, qui est directeur général d'Alinéa. Pascal, est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo en marche? Donc Pascal va nous parler du projet de la halte des femmes. Pascal, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait, et on vous voit très bien aussi. Parfait. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter effectivement ce projet de halte des femmes soutenu par l'entreprise des possibles, mais que nous travaillons également en partenariat étroit avec l'État, la ville de Lyon, la métropole. Et cette réunion des bonnes volontés est importante. Ah, excusez-moi. Continuez, c'est bon, Pascal. Donc ce projet, il a été conçu pour répondre à un paradoxe.
Ce paradoxe, c'est que pour des femmes isolées ou des femmes avec enfants qui rencontrent des grandes difficultés de précarité, en fait, il existe beaucoup d'aides sociales si on s'y prend suffisamment tôt. Et tout le paradoxe tient au fait que si ces aides existent, elles sont souvent difficiles à mobiliser. C'est très très long de les mobiliser. Et je dirais en une phrase, en fait, que l'aide sociale existe, elle est même parfois très importante, mais que l'aide sociale d'urgence à mobiliser très rapidement est, elle, très difficile à mettre en œuvre. Alors ces difficultés de mobilisation de l'aide sociale, eh bien ça entraîne parfois des parcours, une escalade d'événements qui enfoncent les personnes dans la précarité. Et je dirais que ces situations de précarité, ce sont des situations de précarité évitables. Alors pour donner deux illustrations à ces précarités évitables, je parlerai tout d'abord de Marie. Marie a 58 ans. Elle a travaillé toute sa vie comme assistante maternelle. On lui a retiré son agrément. Et là, il y a eu une événement de l'endettement, des difficultés à payer ses traites, une menace d'expulsion, une expulsion. Et pendant ce temps-là, elle a essayé de mobiliser des aides. Elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Elle avait toujours travaillé. Elle connaissait pas trop le chômage. Elle l'avait jamais connu. Et donc, elle sonne à la porte de la maison de la métropole. On met plus de 2 mois à lui proposer un rendez-vous. Et malheureusement, en plus, le jour où elle va au rendez-vous, la personne qui devait le recevoir n'est pas là. Et donc, voilà, elle sombre et elle se retrouve à la rue. Je voulais aussi parler de Patricia. Patricia, elle a 19 ans, elle est tombée enceinte, sa famille refuse cette grossesse, elle est mise à la porte. Évidemment, il n'y a personne d'autre, hein, elle est toute seule. Et elle fait partie de ces 200 femmes qui vont accoucher en maternité chaque année parmi les 21 000 des naissances de la métropole qui n'ont pas d'adresse. Et par peur, en fait, elle va refuser d'être mise à l'abri à l'hôtel parce qu'elle a peur qu'on lui enlève son enfant, elle a peur de ne pas être capable et elle va fuir. Voilà, alors pour répondre à ces situations évitables que je viens d'illustrer et que nous croisons, soit avec les équipes du SAMU, soit dans nos centres d'hébergement, eh bien en fait on propose avec Alinéa ce projet de halte des femmes, qui est un projet de création de 25 petits studios de 16 à 20 mètres carrés dans un immeuble que nous sommes en train d'identifier avec la ville de Lyon, qui vont permettre d'atteindre 3 objectifs. Le repos, le répit. Ce repos et ce répit, c'est très important pour se remobiliser. Quand on est dans un enchaînement, comme je viens d'évoquer, une escalade de difficultés, en fait, on perd un peu pied. Et là, on se retrouvera dans un lieu bienveillant, un joli lieu, et ça, c'est important aussi, un lieu ordinaire, hein, pas ostentatoire, mais un lieu qui n'est pas dénigrant, pour conserver cette estime de soi. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième objectif qu'on va donner à ce lieu, c'est de traiter en particulier cette question de la parentalité. Parce que si on peut proposer une chambre d'hôtel à une femme qui sort de maternité, eh bien là, dans ce lieu, un peu comme ce qu'a évoqué Marion tout à l'heure, on va travailler sur la parentalité dans un lieu collectif que nous allons équiper grâce au don de l'entreprise des possibles. Et ce levier de la parentalité est souvent un levier puissant pour permettre la remobilisation générale. Et là où à 19 ans, on peut avoir des difficultés à devenir maman, surtout quand on a peur et qu'on fuit, ben là, dans un cadre bienveillant, on va vraiment le faire et ça va permettre de se remobiliser. Et le troisième objectif qu'on donne, c'est cet objectif de remobilisation, justement. Alors, comment on va atteindre ces 3 objectifs? D'abord, je l'ai dit, par un lieu qui soit un lieu accueillant, sécurisant. Deuxièmement, un lieu dans lequel il y aura des travailleurs sociaux qui vont être aux côtés de ces femmes dans cet objectif de mobilisation en urgence. J'évoquais tout à l'heure la maison de la métropole. Souvent, les travailleurs sociaux de la maison de la métropole sont démunis face à ces femmes qui viennent les voir et qui n'ont pas de solution, qui ont des graves difficultés. Et bien là, ces travailleurs sociaux pourront orienter vers vers la halte de nuit et à la halte, des femmes. Et cette halte sera l'occasion pour ces femmes de rencontrer des travailleurs sociaux qui vont les aider à dénouer et à avoir accès à toutes ces aides dont je parlais en introduction. Et enfin, la présence de bénévoles, elle est importante pour accompagner ces femmes dans tous les actes quotidiens, faire médiation avec tout ce qu'elles peuvent avoir droit, tout ce à quoi elles peuvent avoir droit. Voilà, donc c'est un projet expérimental que nous espérons probant pour pouvoir montrer que si on agit vite, avec détermination, si on multiplie les occasions de développer ces lieux de prise en charge précoce, eh bien on va éviter tous ces parcours de précarité évitables que j'évoquais tout à l'heure. Et nous sommes heureux de pouvoir bénéficier du soutien d'Entreprise des possibles pour réaliser cette expérimentation. Pascal, merci. Nous allons passer la parole à Pierre Mercier, qui est donc directeur général de l'association LEMA. Pierre, est-ce que vous pouvez activer votre caméra ?
Est-ce que Et c'est bon? C'est bon? on vous entend et on vous voit, c'est parfait. Très bien, Allez-y. très bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais vous reparler plus généralement des exclus et tous ceux qui n'ont pas de place dans la ville. Ça fait 30 ans que je travaille à Lyon avec les personnes qui ne savent pas comment vivre dans cette agglomération car ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de logement, ils ne sont pas insérés. Voilà, il y a de nombreuses catégories de publics, de populations qui sont concernées. À mon expérience, il y a 20 ans, il y avait quelques centaines de personnes et aujourd'hui, en 2020, il s'agit de plusieurs milliers. Et ça, c'est un vrai problème avec en particulier la question des jeunes, c'est notre avenir, et puis la question des femmes avec de jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables. Mon analyse est que nous avons fabriqué une ville attractive, hein, mais aussi une ville excluante. Et nous devons renverser la machine et fabriquer une ville plus accueillante. Et pour ce faire, il faut utiliser toutes les ressources dont nous disposons et arrêter le gaspillage. Le gaspillage des ressources humaines laissées à l'abandon, de tous ces gens laissés vacants, mais également le gaspillage parce que dans l'agglomération, il y a des biens vacants, des terrains qui peuvent servir cette cause. Alors, le projet que nous avons proposé à l'entreprise des possibles, nous l'avons nommé la base parce que nous voulons repartir de la base. Voilà, c'est une espèce de rêve de fabrication d'un village, d'une communauté sur un terrain vacant mis à disposition par la métropole et qui est situé à Villeurbanne, qui serait destiné à une quarantaine de personnes et plutôt des jeunes et notamment de jeunes femmes avec des enfants, où nous allons pouvoir installer là une vingtaine de chalets et réellement fabriquer, refabriquer un village et une communauté d'entraide, de prise en compte de ces personnes, avec bien sûr l'accompagnement des professionnels et le soutien de la métropole et je l'espère de l'État, mais également avec le concours des habitants qui sont autour et le concours de tous ceux qui veulent et des entreprises et de leurs salariés. C'est très important que vous puissiez être à nos côtés. Il ne s'agit pas simplement de fabriquer du matériel, mais il s'agit aussi de fabriquer des nouveaux rapports humains pour que ces personnes qui seront accueillies dès le mois de mars puissent bénéficier d'environnements propices à leur épanouissement. Voilà, notre projet, donc, c'est de reconstruire à la base, avec les exclus et avec vous. Et je vous remercie vraiment pour le soutien de l'entreprise des possibles sur ce projet. Mais vous l'avez dit, d'autres projets ont été soutenus et pour nous, c'est vraiment un facteur d'aide pour nous et puis pour tous ceux que nous accueillons. Merci à vous. Merci beaucoup, Pierre. Juste un petit détail, effectivement, les chalets qui vont être implantés donc sur ce site par le MA sont les mêmes que ceux qui ont été mis en place au domaine de Moncelard, les chalets de Moncelard, et qui depuis mi-novembre accueillent en fait des femmes avec enfants à la rue. Voilà, c'était juste un petit détail. Je vais passer la parole à Marc Renard, donc, qui est président des foyers Mater et qui va nous parler de projets s'intéressant aux aides, aux jeunes qui sortent des dispositifs d'aide à l'enfance. Marc, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Je vous entends. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai une profonde conviction concernant l'intégration des jeunes migrants mineurs isolés, qui est le segment de jeunes que l'on va accueillir. Donc, ces jeunes mineurs migrants, si on ne s'occupe pas d'eux d'une façon beaucoup plus efficace, on le sait exactement où ils vont aller. Tous vont terminer soit SDF, soit délinquants, soit les deux. Il faut voir exactement quel est le profil de ce public. Ce sont des jeunes qui sont polytraumatisés. Ils ont subi l'épreuve de leur pays d'origine et de la guerre ou de la misère dans leur pays.
ils ont dû affronter toutes les difficultés de la traversée et de l'arrivée sur notre pays. Et ils arrivent dans un pays où tout leur est étranger et un pays qui, de plus, en ce moment, est traumatisé par la crise sanitaire. Donc, pour eux, il est très difficile de trouver une place et très souvent, ils deviennent la proie de prédateurs. De nombreuses bandes s'occupent de leur trouver des occupations et qui vont pas toujours les amener dans le bon chemin. Au sein des foyers maternes, nous sommes absolument persuadés que c'est par un accompagnement global et dans la durée que l'on pourra les amener à vivre une vie autonome et une vie citoyenne dans notre société. Que signifie accompagnement global pour nous? Eh bien, ça signifie que l'on va accompagner ces jeunes à toutes les étapes de leur parcours pour arriver à s'établir et à trouver cette autonomie. Ça veut dire très clairement le logement, ça veut dire les démarches administratives, tout le monde les a pointées du doigt, mais vous imaginez qu'en étant migrant, et avec tout ce qui tourne autour, comme fantasme autour de cette notion de migrant, vous imaginez que le parcours est encore plus compliqué. Donc on les amène à accomplir toutes ces démarches. On s'occupe beaucoup de leur état de santé, que ce soit moral ou physique. Vous imaginez les traumatismes psychologiques. Vous imaginez aussi la difficulté que l'on a à leur faire prendre soin d'eux. Ils n'ont jamais appris à le faire très correctement, avec en plus les difficultés que peut avoir le corps médical, avec le fait que certains d'entre eux viennent avec des maladies tropicales qui sont peu ou mal connues chez nous. La maîtrise du français est évidemment un des éléments extrêmement importants. Peu le maîtrisent correctement, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et puis, la création de liens sociaux. Commencer à apprendre à créer d'autres liens que ceux de leur groupe ou leur communauté formée à la hâte. Et puis ensuite, on s'occupera, une fois qu'ils auront acquis ces premiers états, on s'occupera de la formation professionnelle et de la mise dans l'emploi. Par durée, par accompagnement dans la durée, j'entends que les critères ne sont pas les critères administratifs d'accompagnement financier. Les critères sont l'autonomie, l'acquisition de l'autonomie du jeune que l'on a accompagné. C'est le seul critère qui compte. Ça veut dire qu'on les accompagne autant de temps qu'il le faudra pour qu'ils puissent assumer cette autonomie. Alors les foyers maternes maîtrisent depuis longtemps cette approche. Bon, c'est une association qui a plus d'un siècle d'existence et qui applique ce principe-là sur tous les publics qu'elle suit. Donc les publics sont sont tous les enfants ou adolescents qui nous sont confiés par la protection judiciaire de la jeunesse ou par l'aide sociale à l'enfance. Et puis on a une deuxième partie de notre activité qui est consacrée à l'accueil et à l'accompagnement aussi global de sortants de prison. Le programme qui est suivi et accompagné par l'entreprise des possibles est le programme d'accueil et d'association des jeunes migrants mineurs uniquement. À la demande de la métropole de Lyon, et une des personnes qui vient d'intervenir, qui est celle qui m'avait sollicité sur ce sujet, consiste à s'occuper, à prendre en charge 30 jeunes filles ou garçons dans le cadre d'un accueil de jour. Ils sont logés en hôtel ou en foyer par la métropole de Lyon et on nous les confie pour toutes les autres opérations que j'ai citées avant. On a tenu à avoir, et ce n'est pas facile, je peux vous le dire, un local situé dans le cœur de Lyon et non pas en périphérie. Quand je dis que ce n'est pas facile, c'est qu'on a été refusé plusieurs fois dans des copropriétés. On voulait bien sûr un local assez vaste et en rez-de-chaussée, mais on a été refusé par les groupes de copropriétaires, les assemblées de copropriétaires. C'est comme ça, on n'y peut rien, il faut prendre conscience de cet état de choses. Il faut justement que par notre action, on arrive à bouger les lignes pour que les gens soient décidés à ouvrir leurs bras. Parce que tant qu'il n'y a pas d'ouverture des bras, il n'y a pas d'insertion possible, il n'y a pas d'adaptation possible à notre société. Le suivi se fait par des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, mais aussi beaucoup par des bénévoles, parce que c'est un point important de leur montrer que la société s'occupe d'eux et non pas simplement des gens payés pour ça, même si c'est évidemment très nécessaire.
La problématique, c'est que la plupart de ces jeunes migrants sont aussi souvent des jeunes adultes. Officiellement, ce sont des grands mineurs, mais très souvent, ce sont des jeunes adultes. Et très rapidement, nous voulons qu'ils aient une autonomie dans leur logement. C'est-à-dire, on veut les sortir de la notion de foyer et puis les amener à apprendre à gérer leur logement, à avoir leur endroit individuel. C'est le point de départ de tout. C'est pas facile, vous le savez. Sur la métropole, le manque de logements sociaux est criant et là, c'est vraiment un point très très dur pour nous. On a besoin de vraiment l'aide de tous parce que c'est ce qui nous freine actuellement le plus dans notre action. Le reste, on le maîtrise, mais ça, c'est difficile. Cet accompagnement demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, du savoir-faire, beaucoup de mise en liaison avec d'autres partenaires parce qu'on ne sait pas tout faire. On est des suiveurs de parcours et on a besoin de s'appuyer sur le tissu associatif et professionnel lyonnais. C'est ce qu'on fait avec les hôpitaux, les lieux de santé, les lieux d'éducation, etc., etc. L'État, clairement, n'a plus les moyens de faire totalement face. Et l'État a donc besoin maintenant, encore plus qu'avant, du secteur privé pour relayer. C'est le rôle de nos associations, c'est le rôle de l'entreprise des possibles. Et c'est justement la difficulté que peuvent rencontrer certains. Ces deux mondes, le monde associatif et le monde de l'entreprise se connaissent mal. Je viens du monde de l'entreprise, j'ai eu l'occasion de mener des actions en étant de l'autre côté et j'ai vu à quel point c'était difficile. Et toute l'innovation et l'apport de l'entreprise des possibles a été d'amener à se rejoindre et à communiquer ces deux mondes. Et ça, c'est pas rien. C'est ça l'élément le plus déclenchant et c'est là-dessus que l'on peut spéculer. Notre association a le savoir-faire, bien sûr, mais elle a besoin de logements, elle a besoin de locaux, elle a besoin de formateurs, de tuteurs, de stages en entreprise, de matériel informatique, d'idées nouvelles, d'autres que moi l'ont signalé, et bien sûr, on a besoin d'argent. L'entreprise des possibles nous offre cette plateforme où les besoins des uns et les ressources des autres peuvent se rencontrer. Alors, je vais prendre une métaphore financière parce que finalement, il faut aussi que le monde de la finance s'ouvre à ces choses-là. On pourrait considérer que cette plateforme est une place de marché du social. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment qu'on sorte de nos bunkers les uns et les autres. J'ai totalement confiance. Je pense que si cette crise nous fait prendre conscience de l'importance de conjuguer nos forces, elle deviendra une véritable opportunité pour les publics que l'on accompagne. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Marc. Nous allons maintenant ouvrir les questions. Alors, pour une première question qui nous a été transmise par Dominique Mainviel, qui est journaliste au Progrès, elle est pour Pascal Isoard Thomas et elle porte sur la halte des femmes. Donc, Dominique souhaiterait savoir à quelle date va ouvrir la halte des femmes. Pascal, est-ce que vous nous entendez? Votre micro est coupé. Comment ça devrait fonctionner? Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, donc l'immeuble que nous avons repéré dans Lyon est en cours d'étude, donc on devrait être opérationnel au plus tard à la fin du premier semestre, au début du deuxième semestre, pour accueillir les premières femmes isolées ou les mamans avant l'automne. Donc voilà. Donc on espère évidemment que ce sera plus tôt, mais il y a des aménagements inhérents à un tel projet qui prennent un peu de temps architectural. Merci Pascal. On a une autre question. Quelles sont les dernières entreprises qui ont rejoint le collectif? Alors je crois que Patrick, tu veux répondre? Autrement, je peux répondre. Les dernières entreprises qui ont rejoint le collectif, c'est, il y en a, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter, mais le groupe Samsic, le groupe Michelin, qui ont rejoint le collectif, CMS, le cabinet Fromont-Briens,
gros cabinet d'avocats sur la place de Lyon. Voilà, alors c'est toujours un peu délicat parce que du coup, j'en cite quelques-unes et ils sont effectivement les dernières pour répondre à la question. Donc voilà. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Il y a, du fait du confinement, effectivement, nous avons pris du retard dans la formalisation, je dirais, de nouvelles conventions, mais il y a d'ores et déjà, effectivement, d'autres entreprises qui ont décidé de nous rejoindre. La convention n'est pas encore signée, mais voilà, je pense que Dimo Software, par exemple, a décidé de nous rejoindre et on devrait signer la convention très rapidement. Merci Patrick. On a une question de Anne-Gaëlle Moulin de la Tribune. Question pour Patrick. Quel budget 2020 a été alloué par l'entreprise des possibles aux différents projets? Donc, on travaille Tu peux peut-être revenir sur le budget 2019 et 2020? Ouais, on travaille par campagne, puisque effectivement notre objectif c'est de la collecte de dons de jours de congés payés abondés par les entreprises adhérentes. Donc en 2020, compte tenu du Covid, nous avons levé 320 000 euros de fonds qui sont principalement des donations exceptionnelles qui nous ont permis de faire face à l'urgence Covid. Donc ça, c'est l'argent que nous avons récolté en 2020 pour des projets d'urgence. En 2020, nous avons également collecté 630 000 euros de dons de congés payés abondés qui vont servir à financer les projets que nous venons de voir et qui seront principalement des projets 2021. Mais donc sur la partie financière, ce qu'il faut retenir, c'est que entre 2019 et 2020, nous avons levé 3 fois plus de fonds en 2020 qu'en 2019 grâce à la générosité de nos entreprises adhérentes et de leurs collaborateurs. Merci Patrick. Je précise juste que tous ces éléments sont disponibles dans le dossier de presse que vous pourrez retrouver sur le site de l'entreprise des possibles, ainsi que les vidéos. Il nous a été remonté que la qualité n'était pas extraordinaire et c'est dommage, mais nous sommes victimes de notre succès parce qu'en fait, il y avait beaucoup de connexions. Donc, tous ces films, vous pourrez les revoir sur le site de l'entreprise des possibles. Est-ce qu'il y a des questions orales parmi les gens qui nous suivent ? Je laisse peut-être, si certains d'entre vous ont des questions, des remarques, des commentaires, qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Oui, moi je ne sais pas si vous m'entendez, mais je voulais savoir si la crise du Covid avec les confinements a eu des impacts sur le nombre de jours de congés ou pas qui ont été donnés par les salariés. Patrick ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a eu des impacts à la fois dans les deux sens, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des entreprises qui avaient prévu de lancer une campagne de dons de congés payés et qui l'ont arrêté. Et on a eu de l'autre côté, je dirais, un élan spontané de générosité de la part des collaborateurs. C'est difficile de faire le net entre les deux. Je dirais que il y a eu des impacts, effectivement, mais en plus et en moins. Oui, bonjour. Allô? Vous m'entendez? Oui, bonjour, Oui. Émilie Holt. Je voulais apporter un commentaire peut-être pour les entreprises qui ne se sont pas encore lancées dans l'aventure, dire que nous nous sommes lancés et c'est vrai qu'au début, par rapport à tous les témoignages qui ont été donnés, on se demande bien ce qu'on peut faire par rapport à l'amplitude du besoin. Et en fait, le témoignage que je peux apporter, c'est que le dispositif de l'entreprise des possibles permet progressivement de réaliser à quel point la somme des générosités des uns et des autres permettent de faire la différence. Et c'est vraiment un cercle vertueux dans lequel on se prend. Et au final, des interrogations qu'on avait au départ, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire vraiment une différence et ça donne envie de faire plus et de plus en plus. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l'aventure, ils osent
permet de faire une différence et communique énormément de joie et d'enthousiasme auprès des équipes. Merci Émilie. Pour ceux qui nous écoutent, Émilie donc représente la société Merck, qui est donc membre du collectif de l'entreprise des possibles. J'ai une question pour Alain Mérieux de Richard Chicly du journal Le Monde. Alain Mérieux, que dites-vous aux entreprises pour les convaincre de s'engager dans une activité pas forcément rentable économiquement? Bon, je dis, je répète depuis à peu près 18 mois que se mobiliser pour son environnement rapproché, je parle des entreprises lyonnaises, c'est fondamental. Je ne pense que nos entreprises ne peuvent réussir et ne réussissent que si autour d'elles il y a un environnement propice à l'épanouissement de chacun. Je crois que, selon une expression que j'avais connue dans l'armée française, dans les bonnes unités, on ne laisse personne derrière soi. Et je crois que c'est fondamental, si vous voulez réussir, il faut que la réussite soit totale. On ne peut pas réussir de façon égoïste, on ne peut réussir que avec un collectif. Et je crois que cette réussite, ce besoin, il est très positif. Moi, je pense que lorsque l'on s'occupe des autres, on est gagnant. On est gagnant parce que le plus grand risque, c'est de fermer les fenêtres, fermer les portes, et on a ce qu'on a aujourd'hui, une époque où le doute et la tristesse prédominent. Je considère que face à cela, il n'y a pas d'autre solution que d'ouvrir les portes et les persiennes, et puis de récupérer l'espérance et la joie de vivre, l'allégria. Je pense que c'est donc un message qui est positif pour les uns et les autres, et je crois que c'est comme ça que l'on gagne, c'est comme ça que l'on perd. Et comme j'ai décidé de faire partie de ceux qui gagnent, et je l'ai fait toute ma vie, et je le fais, je dirais, en partageant cette réussite avec d'autres, et c'est un message que je donne à tous mes amis entrepreneurs, aux collaborateurs qui sont à leur côté. C'est ainsi qu'on réussira. Ce n'est pas, encore une fois, en se refermant sur soi-même qu'on va gagner la bataille. On ne la gagnera que collectivement, ensemble, et je crois qu'on a tous les moyens pour le faire. Et l'accueil que nous avons, moi je tiens à souligner l'admirable travail fait par toutes les associations que je connais sur la place de Lyon, la mobilisation formidable de mes amis, que ce soit les chambres de commerce, les PME, le MEDEF, ils sont à nos côtés, les collectivités, quelle qu'en soit la couleur, sont à nos côtés, et puis les services de l'État sont remarquables. Donc ensemble, en décloisonnant, en mettant en place des synergies, en innovant, parce qu'il faudra qu'on innove là comme ailleurs, avec des structures nouvelles, avec des approches nouvelles, je crois qu'on a tous les moyens pour réussir, et c'est en tous les cas le message que je passe aux uns et aux autres. On n'a qu'à 5% d'entreprises concernées, il faut que nos parts de marché augmentent vivement sur Lyon. Merci. Oui, bonjour, Merci. est-ce que je peux témoigner en tant qu'entreprise donatrice? Vous m'entendez? Oui, Jeanne Dominique, on vous entend. Oui, alors, volontiers. Donc, moi, je vous témoigne volontiers sur le don, la collecte, la campagne de don de jours de congé dans mon entreprise, qui est la Lyonnaise de Banque. C'est notre deuxième campagne de don cette année, on est en plein dedans. Et on se rend compte en effet que ça répond vraiment à un besoin, si je peux dire, de générosité des salariés qui se sont vraiment mobilisés. Et nous avons cette année nommé des ambassadeurs RSE dans notre entreprise, qu'on peut aussi appeler messagers pour l'entreprise des possibles. Ce réseau a été déployé à l'occasion de la campagne de dons pour l'entreprise des possibles. C'est leur première mission actuellement. Et ça a été vraiment touchant de voir comment ils ont porté cette parole auprès de l'ensemble des salariés. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons organisé des réunions d'information à destination des salariés par Skype cette année, et donc avec le témoignage de l'entreprise des possibles et d'une association bénéficiaire de l'entreprise des possibles. Et ces témoignages qui ont été issus du terrain et très précis sur les projets déployés ont touché de nombreux salariés sur lesquels il y avait beaucoup de retours positifs.
Voilà, donc cette année, on est déjà au double de jours de congés donnés sur la totalité de l'endettement et ce n'est pas fini. Et donc, voilà, on en est très heureux. Et je pense que c'est en effet que le début d'une grande aventure. Merci beaucoup, Yvonne Dominique. Nous avons une question de Laurent Burlet, de rue 89 Lyon. Où en est le projet concernant la halle Cernam à Lyon 7e, que portait un temps l'entreprise des possibles? Patrick? Donc, à ma connaissance, donc ça n'a jamais été un projet porté par l'entreprise des possibles, ça n'a jamais fait partie des projets validés par notre conseil d'administration. On a aujourd'hui, je dirais, on a travaillé sur d'autres priorités. Pour l'instant, moi, je n'ai pas personnellement de nouvelles par rapport à ce foncier de la halle Cernam. Oui, allez-y, Alain. Bon, je peux dire que c'est un projet que nous avions regardé il y a à peu près un an et demi au début, qui a été mis un peu en arrêt par ensuite des changements un petit peu à la municipalité de Lyon. C'est un projet, je dirais, qui peut repartir, mais là, c'est entre les mains des élus actuels. Mais c'est un projet qui n'a jamais été très cartilagineux. C'était à l'état vraiment embryonnaire. Et je souhaite un jour qu'on puisse le reprendre, mais ce n'est pas, je dirais, c'est une décision politique au sens noble du terme politique. Une question de Audrey Henrion, le journal des entreprises. Donc Patrick Le Pagnol évoquait le projet de faire décoller les missions de bénévolat au profit des associations. Est-ce que, Patrick, tu as des exemples à citer? Merci. Donc effectivement, on a de nombreux exemples. Donc on vient de il y a effectivement il faut qu'on arrive à créer, je veux le dire comme ça, un désir d'engagement donc de la part des collaborateurs. Voilà. Donc effectivement, on vient de déployer une plateforme informatique qui fonctionne un peu comme le principe en interne pour les entreprises de cliquer sur une offre d'emploi disponible. Donc, on peut trouver le lieu de la mission, la description de la mission. Et en fait, en discutant avec les salariés, on se rend compte en fait qu'ils ont besoin, avant de s'engager, de deux choses. Ils ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin également d'être reconnus dans leur engagement. Donc, on travaille pour ça aussi la mise en place d'un parcours de formation certifiant pour permettre, je dirais, pour les collaborateurs d'avoir la bonne posture. On travaille donc sur ce projet avec Habitat Humanisme et les Cités d'Or pour faire un premier groupe de formation pilote en février. Donc, en fait, on s'aperçoit effectivement que les missions de bénévolat sont, je dirais, une occasion d'apprentissage de compétences pour les collaborateurs, notamment en termes de savoir-être et de compétences relationnelles, qui sont, je dirais, un facteur important pour générer de la performance, qui sont transférables à plein de situations professionnelles et également personnelles. Et voilà, donc on a eu par exemple la semaine dernière des collaborateurs qui sont allés aux escales solidaires, donc aider à préparer des repas pour les sans-abri. Voilà, donc l'absence d'outils informatiques fait que je ne peux pas aujourd'hui vous donner des chiffres de combien de missions de bénévolat on a pu concrètement réaliser ces dernières semaines. Il y en a eu et on est en train depuis 3 semaines de déployer cette plateforme informatique et on aura vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt 2021 qui sera le temps du décollage des missions de bénévolat et du mécénat de compétences. On a beaucoup de façons d'aider. Ça a été dit par nos représentants des associations. Ça peut être de la logistique, ça peut être de la distribution d'aide alimentaire, ça peut être du soutien scolaire, ça peut être de l'apprentissage de français, etc., etc. Donc, il y a énormément de façons d'aider et ça donne une variété de possibilités pour nos collaborateurs assez importante. Merci Patrick. Je crois qu'à ce stade, il n'y a plus de questions. Je laisse peut-être encore des possibilités. Si certains d'entre vous ont encore des questions, c'est le moment.
Oui, si je peux apporter un témoignage également. Oui? Oui, Oui, oui. bonjour. Bonjour, Christophe André de Sanofi. C'est vrai que ça a été une véritable fierté, un honneur de rejoindre ce dispositif et de le déployer cette année. Le contexte Covid a rendu le déploiement un petit peu compliqué. On a eu peur que les gens ne soient pas très disponibles puisque tout devait se faire dans un contexte Covid naturellement. Mais il y a eu la force, je dirais, de l'engagement de toutes les personnes qui ont envoyé à leur réseau personnel, le réseau des assistantes, les différents comités de direction de tous les sites. Et finalement, on a quand même réussi à récolter pratiquement 300 jours. On n'en espérait pas tant avec le contexte Covid. Ça a peut-être été favorisé aussi du fait que plusieurs collaborateurs n'avaient pas pu prendre de congés pendant la période de confinement et du coup avaient des jours encore disponibles. Mais la force de ce dispositif, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est facile pour le collaborateur et qui est très impactant et très concret. Merci beaucoup, Christophe, pour ce témoignage. Alors, écoutez, s'il n'y a plus d'autres interventions, je vais laisser peut-être Alain Mérieux conclure, mais juste avant, vous dire que vous retrouverez tous les contenus, aussi bien l'enregistrement, le replay de tout ce qui a été dit aujourd'hui, le dossier de presse, les films, sur dans la rubrique Espace Presse du site de l'entreprise des possibles. Donc, je vous invite à visiter cette rubrique sur laquelle vous retrouverez tout. Je pense que maintenant, il est l'heure pour nous de conclure avec Alain Mérieux. Oui, très simplement, pour conclure, je dirais nous avons 18 mois d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, le bilan est positif, mais il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Je crois que c'est un bon début. Nous avons permis de rapprocher deux mondes pour lesquels j'ai beaucoup, personnellement, de respect et d'admiration. Le monde de l'entreprise, qui m'a quand même, auquel j'ai beaucoup servi pendant toute ma vie, et puis le monde que je connais depuis une vingtaine d'années, qui est le monde associatif, en particulier sur le terrain et s'occupant en particulier des mondes des sans-abri. Le fait de se mettre ensemble, de le faire travailler avec, encore une fois, en synergie totale avec les collectivités et avec l'État, donne une force beaucoup plus grande, et nous sommes capables ensemble de faire beaucoup plus. Il faudra encore une fois, dans l'année qui vient, dans les années qui viennent, il faudra innover, parce que je crois que des problèmes sont de plus en plus complexes, de plus en plus nouveaux. Il faudra donc innover, il faudra amplifier le mouvement. C'est pour cela, je dirais, que je lance cet appel aussi de continuer surtout et d'accélérer. Mais encore une fois, ça vous donne la niaque. Hein. On a tous une méchante pêche pour arriver à ce but. Et je remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés depuis ces 18 mois, en sachant que nous n'avons qu'entamé le chemin et que la route sera longue, mais elle est belle et chargée d'espoir. Merci.